Bonjour, je m'appelle Nadia Chabani et voici ma collègue Marieta Dimitrova. Nous sommes du Centre bulgare de pratique du droit sans but lucratif. Nous avons pour tâche aujourd'hui de vous faire une présentation intitulée Mécanisme de financement public dans le cadre du partenariat public-privé. À travers ce thème, nous entendons partager avec vous quelques bons exemples sur la façon de passer les contrats avec l'État, la prestation de services sociaux dans votre cas, les services sociaux au profit des enfants et comment rechercher un financement pour cette prestation. Cette présentation portera sur 3 points principaux. Pourquoi le partenariat et pourquoi maintenant? Modèle existant pour le financement public, les services sociaux. Et quel type de mécanismes existent dans le monde? Et vous pourrez dire plus tard lequel de ces mécanismes existe dans votre pays ou vous pouvez encore concevoir un dans votre système. Ainsi, d'une certaine manière, vous pouvez développer le partenariat et la prestation de services sociaux. Et bien sûr, nous partageons avec ma collègue le défi et les sujets brûlants au sujet des pays signant des contrats de prestation de services sociaux. Ceci est le fruit de nos 18 années d'expérience dans différents pays d'Europe, d'Asie de l'Est, de l'Afrique, puis nous essayerons de proposer des solutions à partir de nos expériences pour améliorer la législation. Avant de commencer, je tiens à dire qu'avec elle, nous avons développé un manuel spécial pour SOS International. En particulier pour ce projet, nous vous donnerons des idées concrètes si vous souhaitez développer votre législation. Comment décider de ce qui vous conviendra dans votre contexte. Nous essayerons également de vous montrer les avantages et les inconvénients de différents modèles avec des exemples et des suggestions très pratiques. Ce qu'il est nécessaire de savoir, à quel niveau vous voulez améliorer la situation dans votre pays. Avant de commencer la présentation, je voudrais vraiment vous conseiller de lire ce manuel. Si vous ne l'avez pas fait avant la formation, vous devez le faire après la formation. Et juste 2 remarques rapides. Comme écrit dans le manuel, on va vous le répéter aujourd'hui, il est important de savoir que des contrats de sous-traitance portant sur les services sociaux ou celui des services publics avec des prestataires privés n'est pas basé sur un modèle unique. Ici, nous ne pouvons pas avoir une approche universelle. Il est important de penser au contexte de manière spécifique pour voir où on est maintenant de manière générale en matière de prestation de services publics dans votre pays et comment vous pouvez améliorer lentement mais sûrement. Mon deuxième conseil porte sur le manuel. Il est rédigé par 2 juristes, comme vous le verrez, mais ne pensez pas que les questions soulevées dans le manuel ne sont que des questions d'ordre juridique. Bien sûr que nous employons des termes spécifiques liés à la législation et relatifs à la prestation de services sociaux, à l'utilisation de fonds publics, au respect de la transparence et à toutes les autres questions pertinentes. Mais il est important, et je sais que ce n'est pas facile à faire, il est important pour vous de lire ce manuel. Si demain vous voulez plaider auprès de votre gouvernement, si vos partenaires optent pour de nouveaux modèles, il est important pour vous de connaître tous les thèmes existants et de les utiliser en toute confiance. C'est pourquoi nous avons développé ce manuel spécial pour vous et nous espérons qu'il vous sera très utile pour les prochaines étapes. Alors, avant d'aller directement au chapitre
dans les partenariats public-privé et aux autres types de contrats, je voudrais juste dire quelque chose sur qui nous sommes et quel genre d'expérience nous avons. Bien sûr, il est impossible de le faire en une diapositive, mais je suis sûre que vous êtes curieux. Vous pourrez consulter les sites web. Nous sommes membres d'une grande alliance de l'International Centre international de pratique du droit sans but lucratif qui intervient dans plus de 100 pays à travers le monde. Il existe également le Centre européen de pratique du droit sans but lucratif que nous représentons au même titre que le Centre bulgare de pratique du droit sans but lucratif, dont je suis la directrice. Comme je l'ai dit, je suis juriste et je compte plusieurs années d'expérience professionnelle au sein de cette organisation. Pendant quelques années, 3 ans précisément, j'étais également la présidente de l'Agence nationale pour la protection de l'enfant. Ma collègue Marietta est aussi juriste et a une longue expérience dans différents pays, notamment dans les domaines tels que le développement du système social, les droits de l'homme, les services, mais aussi l'éducation de la santé. Notre mission est d'appuyer le développement du cadre législatif des organisations de la société civile, car nous pensons que dans une société démocratique, cela est capital et c'est le travail que nous faisons en Bulgarie. C'est ce que font également le Centre européen et le Centre international dans le monde, en apportant leur appui à l'environnement juridique des organisations de la société civile, afin qu'elles se consolident et deviennent de plus en plus dynamiques. Et j'espère que si vous avez d'autres questions sur nos profils, vous pouvez consulter nos sites web. Ma première diapositive est donc consacrée au partenariat. Le partenariat est-il possible? Et qu'est-ce qui est possible? Pour commencer, vous avez besoin à coup sûr d'un bon cadre juridique pour avoir un bon partenariat. Car dans ce cadre, ce serait très accidentel et vous ne pouvez pas avoir un effet durable, un effet à long terme. Donc, dans la mesure où vous disposez d'un bon cadre, ce sera mieux pour vos objectifs à long terme. Mais vous gardez vraiment à l'esprit que le partenariat concernera la prestation de services sociaux. Et surtout au cas où vous voudrez faire financer cette prestation par des fonds publics. Vous devez prendre en compte toutes les spécificités du système du pays. Comment les services publics sont-ils organisés? Est-il possible de passer des contrats avec des prestataires privés? Et quelles sont les dispositions générales en la matière? Donc, c'est vraiment un processus très contextuel. Partout dans le monde, les services sociaux font assurément partie des services publics, ce qui signifie que l'État promet à ses citoyens d'assurer les services, le mécanisme de financement pour la prestation et la qualité. Peut-être que l'État peut assurer aussi le contrôle de la qualité, car le but des services sociaux est de permettre aux personnes vulnérables d'intégrer le système de manière générale, l'éducation, la santé, l'emploi et d'être socialement intégrés. Par conséquent, les services sociaux revêtent un intérêt public majeur et c'est pourquoi l'État veille à ce qu'ils disposent de financement. Aussi, lorsque vous développez la législation, vous devez connaître et faire attention à certains défis. Qui se présentent de nos jours. Au cours des 10 dernières années, voire plus d'une décennie, pour ne pas dire depuis 15 ans, une nouvelle génération de traités internationaux ont été progressivement signés. Les services sociaux, ce sont plus seulement des services sociaux, mais ils commencent par devenir des instruments garantissant certains droits fondamentaux,
Et vous devez prendre cela en considération lorsque vous développez votre législation. De manière particulière, vous savez que cela concerne les personnes handicapées. Et je suis sûre que vous savez quelque chose sur la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le bien-être communautaire, l'autonomie de la vie, le droit à l'éducation, toutes choses qui démontrent que les services font partie du système. Pas seulement les services financiers soutenus par l'État, mais que l'État assure les droits fondamentaux. Et pourquoi cela est-il important? C'est important parce que l'État réglemente très précisément qui peut être prestataire, de la qualité qui va avec son profil et assure aux consommateurs la liberté de demander plus ou de postuler pour des prises en charge intégrées et pour bien d'autres choses. Autre chose à laquelle vous devez également faire attention, c'est que vous devez en particulier avoir à l'esprit votre profil en tant qu'organisation SOS. Au cours de ces 10 dernières années, on note des tendances qui prônent la désinstitutionnalisation à travers le monde. Alors, en pensant à l'avenir, à mettre en place un cadre juridique, vous devez penser à ce que d'autres partenaires qui défendent cette position vous demandent d'accorder plus d'attention aux différentes possibilités d'appui communautaire ou résidentiel, ou la prise en charge communautaire alternative pour organiser la procédure de contrat en conséquence. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de défis qui proviennent de certains phénomènes qui ne sont pas nouveaux, mais qui, ces 5 dernières années, ont été marqués par des déplacements massifs de personnes, des catastrophes, des risques multiples qui surviennent et qui, bien sûr, influencent le système des services sociaux. Et bien sûr, quand on y pense, on pense à soi-même et à ce que l'on veut réaliser dans le contexte local. À coup sûr, on veut faire augmenter le financement des services aux enfants en danger et à la protection de l'enfance. Vous devez compter avec un dilemme éthique dans le partenariat. Allez-vous faire ce plaidoyer seul? Ou allez-vous construire une alliance autour de ce plaidoyer? Ce qui n'est pas toujours facile. Mais le dilemme éthique doit être pris en compte dès le début. Et même si vous pensez au type de modèle que vous voulez choisir, c'est la première étape à suivre dans votre plaidoyer. Car, et Marietta vous le dira, même si vous aimez tous les modèles et que vous estimez que la plupart de ces modèles sont appropriés et que vous voulez les avoir tous dans votre législation, il ne sera pas possible de les intégrer tous à la fois, puisque le système social prend en charge les besoins des populations. Pour ce faire, il vous faudra vraiment assez de temps pour changer le système et les défis ne se ressentent pas immédiatement. Cela ne prend pas si vite et n'entreprenez pas plusieurs étapes à la fois. Pensez à améliorer lentement mais sûrement le système. Sinon, il est possible de détruire l'existant avant de construire le nouveau système. Et ce sera un défi, un grand défi pour vous, car vous représentez un groupe vulnérable qui sait des intérêts des enfants, qui sont tout aussi vulnérables. Et ce défi sera présent. Alors, nous pouvons comprendre pourquoi il est vraiment important lorsqu'on pense au changement du système social, de penser à comment le faire de manière à atteindre non seulement les objectifs à long terme, mais aussi des
objectifs à court terme et moyen terme. En particulier, en ce qui concerne les services sociaux pour enfants, la situation devient de plus en plus compliquée. Très souvent, il existe des aspects du système de protection de l'enfant dans vos pays qui sont parfois plus compliqués qu'une simple prestation de service. Surtout dans certains pays qui ont un système de protection d'enfants plus développé. D'autres acteurs sont également impliqués. Il s'agit non seulement des autorités publiques et des prestataires privés, mais aussi des cours et tribunaux qui assurent une procédure légale, équitable et indépendante pour le placement des enfants dans les structures de protection sociale et en particulier dans les structures d'accueil. Vous devez donc prendre en compte toutes ces choses et très précisément ce que vous allez développer et contextualiser dans votre cadre juridique. Je veux maintenant essayer de clarifier une partie de la terminologie. Si vous lisez certains livres et ouvrages sur les partenariats publics et privés, les contrats sociaux, vous verrez beaucoup de thèmes avec des usages différents. Assurons-nous du contexte dans lequel nous utilisons ces thèmes. Les partenariats publics-privés, comme on le sous-entend, peut, dans un sens plus large, signifier que les autorités publiques et des acteurs privés collaborent pour la réalisation de certains objectifs. Il pourrait s'agir de concevoir ensemble la planification des politiques publiques, d'élaborer quelque chose ensemble. Il pourrait s'agir de fournir des services ensemble, où l'un des partenaires paye et l'autre assure la prestation. Cela pourrait être une sorte de suivi spécial de la fonction publique et différents types de modèles de collaboration existent. J'ai entendu à plusieurs reprises ce thème. Je pense que les spécialistes du secteur privé, notamment les organisations de la société civile, aiment beaucoup l'utiliser, probablement lors des rencontres avec les autorités publiques, pour vraiment montrer leur bonne intention d'entreprendre quelque chose ensemble. Mais dans notre manuel et dans notre présentation, nous allons utiliser un thème plus spécifique, lié au partenariat public-privé. Pas si large, mais un peu plus spécifique. Nous utilisons donc le thème partenariat public-privé avec la définition suivante. Il s'agit d'un type d'accord sur une activité conjointe entre prestataires privés et le gouvernement. Ici, par gouvernement, nous entendons l'autorité publique, sans considérer qu'elle soit nationale, régionale ou locale, avec un objectif commun de fournir ces services sociaux en y incluant le partage des risques, la responsabilité de gestion et ou les ressources publiques. Donc, dans notre définition, il y a plusieurs choses importantes sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Objectif spécifique. Il s'agit de la prestation de services sociaux. Notre partenariat public-privé concerne uniquement la prestation de services sociaux. Dans votre cas, peut-être que des services de prise en charge d'enfants. Deuxièmement, nous ne prenons que ce type d'exemple de partenariat basé sur un accord, un contrat quelconque, un accord public, un protocole d'entente, un contrat ou tout ce que vous utilisez comme thème, mais au sens où les deux parties ont un accord et que cet accord les prépare à entreprendre quelque chose ensemble pour un objectif spécifique pour la prestation de services sociaux. Nous y mettons plusieurs choses possibles. Le partage du financement,
Principalement, c'est l'autorité publique qui donne le financement. Les prestataires privés fournissent les services. Mais il peut s'agir également de toute autre ressource partagée. La propriété, par exemple, le fait de donner la propriété au début constitue aussi une ressource et le fournisseur privé va offrir la prestation. Mais il est également important de savoir que dans cet accord, nous devons partager la responsabilité des risques dans la réalisation des objectifs communs. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais que cela donne le cadre dont nous parlons pour essayer de déterminer les types de contrats et accords possibles pour la prestation de services sociaux en faveur des enfants avec un appui de l'État, au moyen de ressources, des financements, des scénarios de bonnes pratiques, mais aussi toutes les autres formules pertinentes existantes. Lorsque nous parlons du partenariat public-privé dans ce contexte, nous devons savoir qu'il existe de nombreux modèles. Pourquoi vais-je décrire très rapidement ici chacun de ces modèles? Parce que vous verrez que dans votre pays, chacun de ces modèles existe déjà. Je doute que vous n'en ayez aucun. Peut-être seulement le dernier qui allait plus compliqué. Nous devons donc nous prononcer sur certains changements du système. Par exemple, je vais vous donner le cas de mon pays, la Bulgarie, un ancien pays soviétique. Au cours des 20 dernières années, par exemple, nous n'avions que le premier modèle au début, c'est-à-dire le financement public et la prestation publique. Et progressivement, nous avons évolué vers d'autres modèles. L'autre modèle est apparu et je peux maintenant dire que le financement public et la prestation publique représentent 5% du système du coût. C'est pourquoi je voulais vous donner une idée du type de modèle général qui existe et vous demander de voir dans votre pays quel est le modèle principal et la proportion que représentent les autres modèles afin de pouvoir vous orienter. Le modèle prestation publique, financement public est clair. Il s'agit de l'État qui a les ressources et qui finance, mais il peut également offrir des prestations. Dans la plupart des pays, vous trouverez par exemple 2 établissements pour bébés, principalement de 0 à 3 ans, qui se retrouvent dans ce modèle. Exactement dans ces petites institutions qui reçoivent du financement public. Et dans la plupart des cas, le ministre de la Santé ou le ministre des Affaires sociales est le responsable des employés de ces services. Donc, l'État est le prestataire. Ce modèle présente beaucoup d'inconvénients. Bien entendu, il s'agit d'un conflit d'intérêts énorme au niveau de la qualité des services. Conflit d'intérêts par rapport à l'objectif du prestataire de service, le bon niveau de prestation des services. Et très souvent, dans ces modèles, les perspectives changent, car la personne ou le consommateur ne sont plus au centre, mais plutôt d'autres questions telles que le personnel et bien d'autres choses sont plus importantes. Pour le second modèle, financement privé et prestations privées. Nous avons un système social où il est permis aux prestataires privés de collecter des frais pour les services fournis au privé. Cet exemple existe dans certains pays et très souvent, la seule exigence de l'État ou des organes de contrôle consiste à vérifier si le prestataire satisfait à toutes les exigences de l'État, à savoir avoir une autorisation, être enregistré, et après cela, le prestataire est libre d'avoir certains frais pour les services fournis.
Et c'est une bonne opportunité de développer ce secteur, car nous devons savoir que la prestation des services sociaux fait partie du marché. Il ne s'agit pas, bien sûr, du marché à 100%. Comme nous l'avons dit au début, les services sociaux sont aussi importants pour l'État. Il y a donc plus de réglementation par rapport à d'autres types de services. Ce marché est très réglementé et la concurrence y est très dynamique. Et le troisième modèle est très important. Et je suis certaine qu'il vous intéressera beaucoup. Financement public et prestations de services privés. Ma collègue Marietta vous parlera davantage de ce modèle et elle vous citera différents exemples sur la façon dont ce modèle se comporte. L'idée ici est que l'autorité publique assure le financement et le prestataire privé, avec le financement public, délivre les services au nom de l'État. Et le dernier modèle, financement privé, prestations publiques. Je vais juste dire quelques phrases à ce sujet car il faudra plus de temps et cela se passe principalement dans les systèmes développés où il existe des combinaisons d'assurance pour la population en ce qui concerne certains risques sociaux. La prestation est assurée par les structures du secteur public telles que la santé, l'éducation et les services sociaux dans le cadre de cette assurance. J'ai vu ce modèle uniquement en combinaison avec les autres modèles. Et deuxièmement, c'est parce que si nous voulons avoir seulement les retombées de ce modèle, je veux dire assurer réellement un bon accompagnement aux personnes, cela devrait faire partie d'un système plus complet de prestations de différents types de services. Donc, pour terminer avec ces 4 modèles, je dirais, comme je l'ai fait au début de la diapositive, qu'il ne s'agit pas d'avoir l'un de ces modèles sur la base de votre législation. Mais il est important d'avoir une combinaison de modèles autant que faire se peut du deuxième et du troisième modèle. Ce sera à l'avantage des populations. Juste quelques notes sur la mise en place des réformes. À partir de mes expériences, je dirais que si vous voulez entreprendre une réforme et améliorer le système de contrat pour les soins de santé et les services sociaux, vous vous retrouverez toujours dans un triangle très spécial, dont je ne connais pas le mot juste en anglais. Mais si vous pensez être assez bon ou que vous voulez avoir quelque chose de moins cher, même si une réforme n'est jamais moins chère, peut-être un coût acceptable. Cela ne peut se faire dans la précipitation. Vous devez prendre le temps d'analyser et de faire une évaluation d'impact, ce qui pourrait survenir au niveau du système dans le futur. Comment faire face aux défis, comment appuyer aussi ces groupes. Et je pense, je ne le dirai jamais assez, le système de services sociaux est d'une grande importance. Car les consommateurs sont des personnes vulnérables. Et par conséquent, le coût de la réforme peut être très élevé. Mais si vous voulez être efficace et rapide, cela ne peut pas être moins cher. Cela coûtera très cher. Et si vous avez une réforme moins chère et conduite dans la précipitation, bien sûr, croyez-moi, elle ne sera pas assez bonne.
Donc, je ne dis pas de forcer pour aller à un changement, car les risques sociaux et les changements sont très rapides. Et nous, organisations de la société civile, devons réagir de manière adéquate. Et je pense que les meilleurs prestataires, surtout en ce qui concerne les enfants, sont les organisations de la société civile, car pour elles, ce travail a valeur d'intérêt et de mission. Mais comme on le dit, ne poursuivez pas deux lièvres à la fois et définissez clairement votre vision à court, moyen et long terme. Si l'on vous pose la question de savoir pourquoi faire un partenariat, à coup sûr, nous avons développé dans le manuel de nouvelles réponses qui vous seront utiles. Eh bien, elles seront aussi utiles pour le gouvernement et les autorités publiques. En ce qui concerne SOS par exemple, ce ne sera pas seulement d'espérer recevoir des ressources publiques ou des fonds. Cela vous donnera un plus pour développer vos relations avec les personnes pour lesquelles vous travaillez et aussi pour être un meilleur leader communautaire. Car la prestation de services sociaux consiste également à être un acteur du changement au niveau communautaire. Du côté du gouvernement, il n'y a pas de raison pour que nous ayons un partenariat ou un contrat. Mais nous aimons certaines organisations et nous voulons avoir un contrat avec elles et leur donner de l'argent pour qu'elles s'occupent des enfants dont nous aurions pu nous occuper. Il est question pour nous de renforcer l'efficacité, par exemple en Europe, mais surtout dans le monde. Lorsque nous disposons d'un mécanisme pour conclure des contrats, cela veut dire que nous avons une véritable procédure de passation de marché qui consiste à accroître l'efficacité, ce qui signifie qu'il faut investir la même somme d'argent pour accroître les objectifs ou l'influence que vous exercez. La valeur de l'argent est meilleure. Cela fait économiser des ressources et augmente les résultats. Deuxièmement, le mécanisme de passation de marché renforce l'efficacité. Cela permet d'impliquer des prestataires privés pour atteindre un public plus large et même de développer des innovations et d'améliorer la prestation des services. Car chaque prestataire privé, vu l'environnement concurrentiel, veut montrer et prouver qu'il est le meilleur que les autres, ce qui bien sûr permet une amélioration de la qualité de la prestation des services sociaux. Par amélioration de la qualité, on sous-entend amélioration de l'efficacité. Les personnes les plus vulnérables qui sont bénéficiaires de ces services se sentiront plus heureuses, plus intégrées socialement et verront leurs problèmes résolus. Du point de vue du financement public, ce partenariat et la sous-traitance des services sociaux améliorent la redevabilité et la transparence dans la gestion des fonds publics. Car lorsque vous avez un prestataire externe et que vous disposez d'une bonne législation, vous aurez certainement un meilleur mécanisme de contrôle et vous pourrez voir l'usage qui a été fait des fonds publics. L'objectif est-il atteint? Les prestations offertes dans le cadre de ce contrat sont-elles satisfaisantes ou non? Si vous avez affaire aux autorités publiques, je pense que vous devez vraiment faire attention à ce niveau-là pour améliorer la situation des personnes vulnérables. L'efficacité et l'efficience des services. Vous accorderez plus de crédit à la transparence dans l'exécution des dépenses publiques. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque vous impliquez des prestataires privés dans les mécanismes de passation de marché public, ils rendent les services en les orientant plus vers les besoins des personnes cibles. Puisque les organisations de la société civile représentent des personnes
Peu importe si, par exemple, elles sont créées par des parents d'enfants handicapés ou par des prestataires qui ont l'air intéressants comme SOS. Même dans l'exemple de SOS, les droits de l'enfant comptent plus que votre rôle en tant que prestataire du service. C'est pourquoi vos offres de services sont plus proches des besoins des enfants que des besoins d'autres fournisseurs. Donc, au vu de tout ce que j'ai dit, je voudrais à partir de ces siècles vous montrer simplement que lorsque vous avez la combinaison entre le service, le secteur public et le secteur privé, dans le partenariat public-privé, lorsque deux siècles se croisent, il y a un intérêt commun, l'intérêt public. L'intérêt de la société tout entière est vraiment d'avoir de meilleures réponses aux besoins des populations, et l'une de ces meilleures réponses est vraiment d'organiser les ressources du secteur public et du secteur privé de manière à produire de meilleurs résultats pour les populations. Mais l'une des grosses erreurs que nous avons relevées est qu'au-delà de l'objectif commun de parvenir à de bons résultats pour les populations, lorsque vous commencez à construire le système et que vous n'avez pas toutes les réponses pour satisfaire à toutes les conditions préalables importantes, votre réponse, votre modèle ne sera pas assez efficace. Parfois, le résultat n'est même pas très bon. Cela ne veut pas dire que l'idée développée concernant ce qui a été fait dans votre pays ou aux régions spécifiques n'est pas assez bonne. Voilà pourquoi vous devez savoir que des milliers de pages sont écrites sur la manière de développer un partenariat public-privé. Ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et bien sûr, comme je l'ai dit, cela change tous les 10 ans. Cela est très important pour le développement social, politique et économique des pays et des régions. Mais il y a des conditions préalables claires et importantes à ne pas perdre de vue, car si on y prend garde, elles peuvent détruire les résultats que vous visez, même si vous avez une très bonne législation. En premier lieu, ce n'est pas suffisant de les insérer dans la loi. À coup sûr, pour un bon partenariat durable, il faut une réglementation. Je sais que dans certains de vos pays, vous avez déjà, en l'absence de loi, quelques réglementations et de bons accords. Mais croyez-moi, ce modèle ne produit que des effets à court terme. Demain, il se pourrait que le gouvernement change. La situation pourrait changer et faire partie de cette disposition. Ainsi, lorsque vous avez une réglementation claire, vous aurez un meilleur accès aux possibilités à moyen et à long terme d'accéder à ce marché de prestations de services sociaux. Donc, pour vous donner un conseil, travaillez à l'amélioration du cadre juridique. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que cela va prendre du temps. Je sais qu'il est parfois très difficile de travailler avec tous ces juristes, surtout avec les conseillers juridiques du gouvernement. Mais si vous posez la question à vos collègues d'autres pays d'Europe, d'Amérique latine, ne parleront même pas des pays très développés. Vous verrez que mieux une réglementation est, meilleurs sont les résultats. Deuxièmement, je veux partager avec vous une leçon apprise.
le tout ne suffit pas d'avoir la législation. Il est très important de renforcer les capacités des organisations de la société civile, des partenaires et des autorités publiques. Nous aurons avec Marietta beaucoup d'exemples qui montrent que la législation constitue la première étape. Mais sans formation et sans effort de renforcement des capacités, vos partenaires ne peuvent pas comprendre comment faire la mise en œuvre avec satisfaction. C'est important d'avoir la loi, mais c'est encore plus important de la mettre en œuvre correctement. Alors ne brûlez pas cette étape. Un autre aspect très important, c'est bien clair que le partenariat significatif en matière de prestation de services dans le cadre du partenariat public et privé partage réellement les ressources et surtout le financement. J'ai vu une autre situation, cela se passait il y a bien longtemps en Bulgarie et dans notre région. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où les autorités disent « D'accord, nous avons un partenariat, nous vous autorisons à faire quelque chose ici avec vos propres ressources. » Ça, ce n'est pas un partenariat. Le partenariat signifie que chacune des parties apporte quelque chose et partage ensemble les risques. Je vais donc m'arrêter ici avec toutes ces généralités et j'espère qu'elles m'ont permis de réussir à définir un peu ce que nous voulons vous faire comprendre et ce qu'il est important de savoir dès le début. Je donnerai la parole à ma collègue Marietta pour qu'elle aborde des exemples très pratiques sur les contrats et les services. Bien, avant d'examiner les modèles existants de financement public et des services sociaux, je vais essayer de faire un lien avec les idées que Nadia partageait au sujet de l'intérêt commun, car c'est très important dans vos pays quand vous pensez à cette approche holistique. Comment construire le système social? Comment satisfaire toutes les exigences importantes pour réussir et comprendre les principaux piliers de cet intérêt commun? Et l'un de ces principaux piliers est le fait qu'au cours des dernières décennies, la nature de la gouvernance a changé. C'est donc devenu plus complexe et très difficile pour le gouvernement, dans la procédure actuelle de gouvernance, de prendre seul des décisions universelles. Le gouvernement a absolument besoin du soutien de la société civile, des organisations de la société civile et des ONG. Un autre pilier très important est que la participation de toutes les parties prenantes, les ONG et en particulier des SOS dans le processus décisionnel doit être assurée car ces acteurs ont un potentiel pour être médiateurs dans le processus d'élaboration des politiques et aider toutes les parties prenantes à participer à ce dialogue. Et si vous êtes dans une situation similaire, n'hésitez pas à prendre le devant. Et le troisième pilier peut s'expliquer par le fait que ces dernières années, cette différence entre le public et le privé s'est estompée parce que la responsabilité sociale est désormais commune pour les entités privées comme par le passé, elle était seulement pour les structures étatiques. Et les autorités publiques. Donc, en tenant compte de tout cela, vous pouvez réfléchir et essayer de placer dans votre contexte national ce que Nadia a mentionné dans sa présentation. Ainsi, dans le monde entier, il existe différents modèles, différentes formes de financement public des services sociaux. Nous pouvons avoir des subventions directes, des mécanismes de subvention, des marchés publics, des procédures spéciales pour les contrats portant sur les prestations de services sociaux, des bons, des budgets individuels personnalisés. Habituellement, ce qui est commun à toutes ces formes, c'est qu'elles sont régies par des actes juridiques normatifs. Deuxièmement, toutes ces procédures doivent être transparentes.
Il est nécessaire d'avoir une certaine transparence et de rendre compte de la manière dont le financement est mis en place. Je prendrai par exemple un modèle tel que les subventions directes. C'est très probablement un modèle courant de financement dans vos pays. Les subventions directes sont généralement des fonds alloués par les gouvernements nationaux ou locaux directement aux ONG et aux différentes organisations de la société civile qui contribuent de manière importante à la mise en œuvre de la politique sociale ou de la prise en charge des enfants. Nous avons également cette approche en Bulgarie, par exemple. Les ONG œuvrant pour les personnes en situation de handicap et qui sont représentées au niveau national reçoivent chaque année des subventions directes du budget. Il n'y a pas de procédure d'appel d'offres simplement parce qu'elles sont des organisations représentées au niveau national en ce qui concerne les ONG. Donc, elles reçoivent un financement public direct. Une autre option est le mécanisme des subventions que nous allons voir dans la diapositive suivante. Commençons par les marchés publics. Dans différents pays du monde, y compris des pays de l'Union européenne, la procédure de passation des marchés publics est utilisée comme une procédure de sous-traitance. Les services avec des prestataires privés, y compris des services de prise en charge des enfants. Quel avantage y a-t-il à utiliser cette procédure? Le seul aspect positif est que nous avons une procédure unique pour la mise en place de fonds publics pour tous les services d'intérêt public, car ce ne sont pas des services sociaux de dimension. Ce sont des services d'intérêt public et nous avons un mécanisme commun et unique de financement de ces services. Mais on peut faire attention aux spécificités du système social. Ce mécanisme comporte beaucoup d'aspects négatifs. En premier lieu, généralement lors de la procédure de passation des marchés, le prix de l'offre ou l'offre le moins disant constitue le critère de base pour l'évaluation des critères, pour l'évaluation des offres. Vous comprenez que dans le domaine des services sociaux, proposer le meilleur prix de l'offre ne peut pas garantir la qualité des services. Ce n'est donc pas un critère propice pour évaluer les offres proposées par les prestataires de services sociaux. Le deuxième aspect négatif est que toutes ces procédures prennent généralement du temps, en plus d'être complexes et coûteuses. Très souvent, ceux qui prennent part à ces procédures sont tenus de fournir des garanties bancaires formelles et si l'on sait que les prestataires de services sociaux sont des ONG, il leur est très coûteux et difficile de fournir ces garanties bancaires et les procédures de passation de marché existantes ne laissent aucun choix au pouvoir adjudicateur d'évaluer les offres en termes de qualité, de pérennité, d'accessibilité, de faisabilité et d'exhaustivité de ces services. Et là, ce sont, comme dit, quelques critères de qualité introduits au niveau du cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux. Dans certains États, y compris en Bulgarie, il existe une procédure spéciale pour la sous-traitance des services sociaux avec les prestataires privés. C'est une procédure différente de la procédure de passation des marchés publics. Habituellement, d'un point de vue juridique, cette procédure est décrite comme une procédure spéciale et est prévue dans les dispositions de la législation sociale spéciale. Dans cette procédure, il est important de noter que l'État ne se retire pas de la responsabilité de fournir les services sociaux. Nous avons juste un changement d'orientation dans les fonctions de l'État. En fait, l'État reste responsable politiquement de la fourniture des services, mais se retire de la fourniture directe des services et des fonctions de l'État qui se concentrent principalement sur la fourniture, le contrôle des fonds et le suivi des dépenses
de la qualité des services. C'était une première au sein de l'Union européenne, car comme je l'ai mentionné dans certains États de l'Union, c'est la procédure de passation des marchés publics qui est appliquée. Mais en Bulgarie, en Espagne, en France et en Allemagne, il y a des variantes. Les services sociaux seront sous-traités avec des prestataires privés, avec des procédures spéciales. Et en fait, la Cour de justice européenne a été interpellée sur le caractère légal et acceptable d'une telle procédure au niveau de l'UE. Et la réponse était que cette procédure est acceptable et possible à condition de satisfaire aux exigences de transparence et de garantir la concurrence entre les prestataires de services sociaux. Pourquoi une procédure spéciale? Parce que, premièrement, la procédure spéciale reconnaît les caractéristiques spécifiques des services sociaux. Il est possible que le cadre de cette procédure spéciale, que le pouvoir adjudicateur évalue la capacité, l'expérience, les bonnes pratiques des prestataires de services sociaux, des candidats à la prestation de services sociaux particuliers. Et il est également possible au pouvoir adjudicateur d'évaluer leur offre en termes de pérennité, de la qualité, de la faisabilité, de la disponibilité et d'exhaustivité des services et des besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris les groupes défavorisés et vulnérables, avec comme innovation l'implication et l'autonomisation des bénéficiaires. Car, comme Nadia l'a déjà mentionné, en effet, en Bulgarie, dans d'autres pays, en Bulgarie et dans d'autres pays d'Europe, les services sociaux sont utilisés comme un outil pour garantir les droits fondamentaux de l'homme. L'idée est que le système de prestations sociales doit être basé sur l'approche des droits de l'homme et les procédures spéciales. Il offre la possibilité et l'opportunité au pouvoir adjudicateur d'évaluer le programme de prestataires, le programme de prestation de services sociaux et l'offre de prestataires particuliers de services sociaux privés en fonction de cette approche fondée sur les droits de l'homme. Comment et à quelles conditions les services fournis garantissent-ils réellement les droits de l'homme? Dans ces procédures spéciales, il est clairement défini les obligations du service public ainsi que la garantie de ces procédures spéciales. L'objectivité, la publicité, la transparence, l'égalité, puisque les marchés publics, comme déjà mentionné, sont applicables à tous les types de services d'intérêt public. La procédure spéciale est transparente. Elle prend en considération la concurrence entre les différents prestataires de services et garantit l'égalité à travers une large publicité. Les programmes de subvention, il existe différents mécanismes de financement public. Les programmes de subvention sont généralement fournis par les gouvernements nationaux ou locaux. Et dans le cadre du programme de subvention, le gouvernement définit généralement les objectifs et les politiques à mettre en œuvre, sans indiquer les moyens de les atteindre. Habituellement, les programmes de subvention sont utilisés lorsque le gouvernement n'a pas une idée de la manière d'atteindre des objectifs particuliers. Et dans ce cas, le gouvernement a besoin de la créativité des ONG et autres prestataires privés potentiels auxquels il accorde la subvention pour obtenir des résultats particuliers. Et l'ONG doit développer les moyens, les outils et les méthodes pour atteindre ces objectifs particuliers. Les programmes de subvention sont appropriés pour financer des innovations et des projets pilotes. Mais une fois qu'une bonne pratique particulière est développée sur la base des programmes de subvention, la prochaine étape devrait consister à développer les systèmes de subvention en quelque chose de plus durable,
comme les procédures spéciales pour la sous-traitance de services avec les prestataires privés. Il y a des cas où les programmes de subvention sont régis par une loi ou un décret du gouvernement réglementant l'activité du cessionnaire. Il faut prendre des dispositions garantissant la transparence et la responsabilité des fonds. Et quelle est la différence entre les programmes de subvention et les subventions directes? Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, les subventions directes sont accordées sans aucune concurrence. Elles sont fournies à des ONG particulières, soit parce qu'elles ont un certain statut en tant qu'ONG représentée au niveau national, soit qu'elles ont un certain statut en tant qu'ONG, soit qu'elles ont un impact sur la mise en œuvre d'une politique et d'une sphère sociale ou de la prise en charge des enfants, mais sans aucune forme de concurrence. Elles fournissent le service juste en raison du statut du bénéficiaire ou de l'organisation en recevant les subventions directes. Alors que dans le cas des programmes de subvention, il y a concurrence. Et ce sont les ONG qui fournissent les idées et les moyens d'atteindre les objectifs particuliers formulés par l'organe qui accorde la subvention, à savoir le gouvernement national ou local. En outre, il existe une autre forme de financement, à savoir les budgets et les bons personnalisés. Ce sont deux types de financement en termes de financement des services sociaux. Le premier type est le soi-disant financement de l'offre, ce qui signifie que les fonds vont aux services généralement en fonction du nombre de bénéficiaires, de la capacité des services. Et l'autre type de financement est le soi-disant financement de la demande. Lorsque l'argent va aux bénéficiaires, aux services, aux enfants, aux parents ou aux familles. Généralement, dans les différents systèmes de services sociaux, ces deux types sont combinés. C'est le cas en Bulgarie, par exemple. Eh bien, nous avons une part très réduite et très petite des services sociaux financés par des bons. Ce sont principalement des services financés par les budgets locaux. Au niveau national, nous avons principalement le premier type de financement des services. Dans la plupart des pays développés, les bons et les budgets personnalisés sont plus répandus et utilisés. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande. Toutefois, il est important d'évaluer ces types de services dans le cadre de la prise en charge des enfants. Car comme Nadia l'a mentionné, la prise en charge des enfants fait généralement partie de la protection des enfants. Et les bons et les budgets personnalisés ne sauraient être des solutions pour tous les types de services. Il est important d'évaluer comment les droits des enfants doivent être garantis et comment les besoins des enfants doivent être satisfaits. D'autres modèles sont déjà mentionnés. Les subventions directes. Il y a aussi une option pour la négociation dite directe. Ainsi, vous pouvez constater que la négociation directe est possible lorsque, par exemple, une ONG particulière reçoit un financement du gouvernement en fonction du type de contrat. Très probablement dans vos pays, SOS est très souvent dans cette position, car il n'y a pas de marché développé de prestataires de services sociaux compétitifs. Il y a un ou deux partenaires de services sociaux et le gouvernement fournit un financement public de ces prestataires, simplement sur la base de négociations directes. Cependant, je pense qu'il ne s'agit pas de négociations directes à proprement parler. Nous pouvons parler de négociations directes lorsqu'elles sont réglementées par une loi et si cette loi définit dans quelles circonstances une autorité publique particulière devrait mettre en œuvre des négociations directes avec une prestation de service particulier.
Dans les pays développés, c'est généralement parce que ce prestataire de service a quelque chose d'unique, quelque chose que les autres prestataires de service en tant que concurrents ne peuvent pas fournir, et il est nécessaire de préciser dans la législation les critères de cette spécificité et les caractéristiques et le profil de ces prestataires de services sociaux, particuliers pour leur faire bénéficier de financement direct et de négociations directes. Comme Ladia l'a déjà dit, il est très important d'envisager le modèle dans son ensemble pour adopter une approche holistique et essayer de tenir compte du contexte dans votre pays, car le niveau de ces procédés d'internalisation et de décentralisation dans chaque pays n'est pas le même. Lorsqu'on parle de décentralisation, je pense à la décentralisation fiscale, à la décentralisation au niveau national vers le niveau local, à la décentralisation des gouvernements locaux vers les ONG. Tous ces aspects de la décentralisation ont donc un impact sur le système de prestation de services sociaux et sur la possibilité de sous-traiter les services sociaux avec des prestataires privés. Le financement des services sociaux est une autre question très importante. Vous ne pouvez pas simplement prendre un modèle qui fonctionne bien dans un pays et le mettre en œuvre automatiquement dans votre pays. Il est important de faire des analyses dans votre pays. Comment ces financements publics sont-ils mis en place, que ce soit par des transferts budgétaires, comment ces transferts budgétaires sont-ils faits du niveau national vers le niveau local. Est-ce que les autorités locales ont leur propre budget? Tous ces détails doivent être évalués avant toute prise de décision. Comment les modèles de financement public aux prestataires de services sociaux peuvent-ils être réglementés? Et si dans votre pays, la décentralisation n'est pas assez avancée pour faire aisément le transfert du financement, je vous conseille de ne pas attendre des jours ou de ne pas commencer par faire la réforme sur la centralisation. Essayez plutôt de mettre simplement en œuvre les questions importantes liées au partenariat public-privé dans votre contexte actuel. L'autre question importante est la disponibilité des fournisseurs de services. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire de la sous-traitance des services sociaux avec des prestataires privés si dans votre pays, il n'existe pas de prestataires de services sociaux qui soient bien préparés. Premièrement, il sera nécessaire de développer les capacités à la fois de l'autorité contratante et des prestataires de services pour que le processus soit couronné de succès. Une autre condition préalable à la sous-traitance des prestations des prestataires de services sociaux est la disponibilité de services communautaires comme alternative à la prise en charge institutionnelle et bien entendu le développement de ce type de service est un élément important du processus de désinstitutionnalisation. Il est important de définir clairement les rôles des différentes parties prenantes. Quelles sont les responsabilités de l'autorité publique? Quelles sont les responsabilités des prestataires sociaux, du prestataire social privé? Sans cette définition distincte des rôles et des fonctions, la procédure de passation de marchés sociaux ne sera pas couronnée de succès. Et bien entendu, la capacité de l'administration publique et des acteurs non étatiques à conclure un tel partenariat public et privé est importante. Et comme je l'ai déjà dit, les deux parties sont également dans ce processus, et les ONG et les organisations de la société civile. La société civile doivent être reconnues comme des partenaires égaux et qu'il n'y a pas de partenariat public-privé si le gouvernement ne fait que donner la possibilité à une ONG de faire quelque chose, sans possibilité de créer des obstacles. Ce n'est pas un partenariat public-privé. Ils devraient tous être reconnus comme des partenaires égaux, sinon l'effet sera négatif. Et nous aurons quelque chose de semblable à la photo qui s'affiche à l'écran. Merci pour l'attention.
Merci. J'espère que toutes ces considérations d'ordre juridique et complexes concernant l'élaboration des services sociaux ont été claires pour vous. Donner quelques idées et vous servir d'inspiration pour penser à votre système et à votre situation actuelle. Et j'espère qu'après la formation, vous développerez un plan où vous allez aller. Nous serons heureuses de répondre à vos questions, peut-être après ou au cours de la formation. Et je vous suggère un jeu avant de prendre vos questions. Lisez vraiment le manuel qui a été créé spécialement pour vous, juste pour vos projets de Est-Ouest international. Et vous devez approfondir l'idée du partenariat public-privé dans la prestation de services sociaux et la prise en charge des enfants. Et après cela, je suis sûre que vous aurez le meilleur plan pour votre pays. Je vous remercie.